Bonjour et bienvenue, vous regardez la M-Story et c'est l'épisode numéro 8. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi d'abord Christophe en direct du nord de la France. Bonjour Christophe. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Ça va, ça va. Bon, j'ai cru comprendre que tu étais légèrement fatigué Christophe. Oui, je suis en décalage horaire, j'ai un jet lag. Ouais, pareil, je connais ça. Et puis à côté de toi, nous avons Florian alias Flobo qui est là. Salut Flobo. Ça Hello, va? ça va? Ouais. Aussi du nord de la France, hein, on ne change pas Bah tout. oui, aussi du nord. Mais quand je dis à côté de Christophe, c'est vraiment à côté quoi, enfin à quelques kilomètres. Allez, sans plus attendre, au dernier épisode, à l'épisode 7 de la M-Story, on s'était arrêté, si je dis pas de bêtises, à la guerre entre l'équipe qui croyait dans le web et l'équipe qui ne croyait pas au web et qui pensait uniquement à Windows chez Microsoft. On était vers 95-96. Là, aujourd'hui, Florian, tu vas nous amener un petit peu plus en avant. Et puis, d'après la VM qu'on a pu voir à l'écran, je pense qu'on va quand même parler de pas mal d'outils web, enfin, en tout cas, qui utilisent Internet. Bah, ça va être la suite directe de l'épisode précédent, hein. Même on aurait pu faire un grand épisode de 3 heures si on voulait sur le sujet. Ouais, Ça mais aurait non, peut-être fait un au peu niveau long. montage, c'est pas top. Voilà, bon là j'ai mis juste pour resituer le contexte une petite VM de Windows 95. Donc c'est Windows 95 ça avec Microsoft Plus installé, c'est pour ça que vous n'avez pas le thème par défaut. Donc, on l'avait déjà montré il y a 2 épisodes, mais ça fait bien longtemps pour nous, donc je ne sais pas si vous vous en rappelez. Oui, oui, Donc oui. c'était la VM de Windows 95, donc avec Office 95 et les applications de Microsoft Plus, dont Internet Mail, qui est un petit client mail de Microsoft. Oui, ça fonctionne. Mais après, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de services mail compatibles aujourd'hui, mais bon, ça fonctionne. Donc, on va parler beaucoup des services mail de Microsoft parce qu'ils vont être à l'origine de beaucoup d'évolutions sur les services Internet de Microsoft et le web en général. Donc, en 1997, ces services web sont sous le contrôle de la division Internet Explorer, donc la division de Brad Silverberg, qui est donc celui qui croit au web, qui veut que Microsoft se tourne à fond vers le web. Donc, dans cette division, il y a 2 projets principaux, Internet Explorer et le nouveau Outlook Express. Mais Outlook Express, ce n'est pas le premier client mail de Microsoft. Pour vraiment remonter au début, il faut aller quelques années en arrière, parce qu'à cette époque-là, déjà en 1997, la situation est assez confuse. Avant ça, donc Microsoft avait déjà lancé un client mail. Donc celui-ci était d'abord dispo pour les ordinateurs sous Windows 3.1, OS2 et Mac. C'était tout simplement Microsoft Mail. Alors à Classique. l'époque, le web venait tout juste d'être créé. Les emails, c'était des simples fichiers texte, donc pas d'HTML dedans, vraiment du texte brut. Et bon, c'était vraiment la base de la base. Comme on l'a dit dans l'épisode précédent, au bout d'un moment, Microsoft a décidé de créer son propre système de serveur mail, Exchange. Oui. Et donc, Exchange, lui, il fut fourni au client avec son propre client mail Exchange. Donc, il s'appelait Microsoft Exchange Client. Et donc, rapidement, il est intégré dans les nouvelles versions de Windows 95, parce qu'il y a plusieurs révisions au fil des versions. Tout le monde n'est toujours pas la, vous savez, la deuxième version de Windows 95 à Internet Explorer par défaut dedans. Au fil Oui. des mois, ils ajoutent de nouveaux composants dans les PC qui sont vendus avec directement. Oui. Donc, rapidement, Microsoft Exchange Client est renommé Windows Messaging et inclus directement dans Windows 95. D'accord. Donc, on peut voir ici le nouveau splash screen qui devient Windows, donc d'avant Exchange Client qui devient Windows Messaging. Donc, pourquoi un nouveau client mail séparé alors qu'ils en avaient déjà un avant? Eh bien, c'est parce que les premières versions d'Exchange n'utilisent pas les formats standards de mail, ils utilisent leur format propriétaire et donc il y a besoin d'un client séparé. D'accord. Et on ne pouvait pas espérer tout simplement un logiciel qui gère les deux à la fois? Bah oui, on aurait pu, mais il faudra attendre encore 15-20 ans avant que ça arrive. Oh punaise, pardon. Oui. Donc, au passage, pourquoi le Exchange Client a été rebrandé et inclus directement dans Windows 95? Parce que Microsoft voit bien à l'époque que Windows 95 est utilisé de plus en plus, notamment dans les entreprises, et ils se disent que ce serait bien que dans les entreprises, si l'entreprise a son serveur Exchange, qu'on achète un PC sous Windows 95 à l'employé, directement il lancera Windows Messaging et il pourra se connecter au serveur Exchange de l'entreprise. Ça permettra de rendre l'utilisation aux salariés beaucoup plus simple. D'accord. On n'aura pas à configurer, installer Exchange Client directement, on lui installe Windows 95 et il peut se connecter au service mail de l'entreprise. D'accord. Donc il gagne en productivité. Oui. Donc, pour les particuliers, parce que là on parle de Exchange, en général les particuliers ne vont pas acheter leur serveur Exchange à l'époque. Donc en 1996, avec Internet Explorer 3, Microsoft sort, on en a parlé la dernière fois, Microsoft Internet Mail and News.
Donc, celui-ci, c'était encore un client basique qui supportait seulement les emails en mode texte, mais il supportait les standards du web, pour dire les POP3, SMTP, donc les services mail utilisés par la plupart des FAI, donc qui fournissaient leur adresse email aux particuliers. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le premier logiciel qui est facilement utilisable par Oui, monsieur ça et c'est pour madame Monsieur tout Tout le le monde. Monde, c'est fourni par la team Internet Explorer gratuitement à télécharger. D'accord. Donc, Ok. les deux programmes, ils sont quand même assez similaires dans l'idée et dans les fonctionnalités. Donc, il va être décidé de les rapprocher, mais pas les unifier. Windows Messaging va devenir Outlook, qui sera intégré à la suite Office. Donc, il va s'agir d'un client riche en fonctionnalités et optimisé pour Exchange, mais donc payant, parce que intégré à la suite Office. Oui. Voici Comme l'interface toujours, en fait. Pardon? Comme toujours. Oui, comme toujours aujourd'hui. Donc, voici l'interface de la première version de Outlook. Tandis que l'autre, le client des particuliers, va être nommé Outlook Express avec Internet Explorer 4. Celui-là, il pourra maintenant afficher du contenu HTML. Donc, il s'agit d'un client mail plus basique, gratuit, optimisé pour POP, SMTP et IMAP. Alors, les deux programmes partagent leur nom, mais aucune ligne de code. Ce sont des programmes complètement séparés. Outlook va être fait par la team Office et Outlook Express par la team Internet Explorer. D'accord. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire Outlook en anglais? Est-ce qu'il y a une traduction qui pourrait expliquer J'ai jamais pensé à ça. Outlook, pour regarder ouais, c'est la en vision. dehors? Pour moi, c'est un peu la vision, voir les choses. Ouais. J'aime. Et enfin, après, il y a quand même une cohérence. C'est quand même qu'on a le terme Outlook dans les deux cas Oui, pour désigner deux logiciels le qui client. désignent des logiciels de messagerie. Donc bon, c'est au moins ça. Oui, c'est Ça cohérent, mais évite beaucoup de d'avoir la monde version imaginait à l'époque que Outlook Express était une version avec moins de fonctionnalités light. du même Ouais, client, alors que c'était un client complètement séparé de facto. tout à fait. Donc, Ok. la première version de Outlook, elle fonctionnait de manière assez basique et même on peut dire bancale pour l'époque, parce que ce qu'on avait dans notre boîte de réception dans le logiciel, c'était une image en temps réel de ce qu'il y avait sur le serveur mail. Alors, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ouvrait un email, le programme allait télécharger cet email depuis le serveur. D'accord. Ah oui, donc ouais, tu pouvais pas le stocker vraiment Non, chez toi. non. Ok. Alors, il y avait un avantage, c'est vu que c'était une vraie image, on avait vraiment l'image de sa boîte de réception et ses emails en temps réel. Pas besoin de synchronisation, chaque nouvelle email arrivait instantanément. Ouais, d'accord. Par contre, ça nécessitait d'avoir quand même une connexion stable Mais et même au-delà de ça, d'être connecté. Parce qu'en oui, ça veut dire des 1997, sous. voilà. Parce qu'en 1997, c'était peut-être un peu beaucoup demandé aux gens d'être à la fois connectés et d'avoir une bonne connexion. On était au 56K à l'époque. Hein. Pour la plupart des gens, oui. Voire 33, c'était combien de 33,6? Non, on était déjà au 56 baud et là on était chez les forfaits Wanadu à 19-20 francs par mois. Non, plus cher que ça. Moi, je pense Attends. plus. Hein. C'est plus 198 Ah oui. que ça a baissé quand Eureka est arrivé. Évidemment, donc c'était beaucoup demandé aux utilisateurs de l'époque d'avoir une connexion Internet active en permanence et fiable. Et de plus, ce Outlook, donc le Outlook Pro, n'était pensé vraiment que pour Exchange. Il n'était pas compatible, comme j'ai dit, avec IMAP, POP3, SMTP. Rapidement, il se prend des très mauvaises critiques dans la presse parce que pour la plupart des gens, c'est un client qui n'est pas adapté. D'accord. Parce qu'il ne faisait que du Exchange. Oui, et en plus, qui nécessitait une connexion permanente. Donc très rapidement, Microsoft corrige le tir avec une deuxième version de Outlook, Outlook 98. Alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils n'ont pas attendu la prochaine version de la suite Office. Ils ont sorti une version, il y a eu Office 97, donc il y avait Outlook 97, la première version d'Outlook dedans. Et ils n'ont pas fait une Office 98, ils ont juste sorti un Outlook 98, ils ont juste mis à jour Outlook sans attendre le reste de la suite Office. Donc la seconde version d'Outlook change de fonctionnement et passe à un système plus classique de synchronisation entre le serveur et un cache local sur sa machine pour les emails. D'accord. Donc, quelque chose qu'on a toujours maintenant. Oui, c'est quelque chose qu'on a toujours maintenant. Donc on a une copie locale de ce qu'on a sur le serveur web sur sa machine. Alors le programme est plus lent, il met plus longtemps à synchroniser les emails, mais il est beaucoup plus stable. Et les emails peuvent être lus hors connexion une fois qu'ils ont été synchronisés, ce qui est non négligeable pour l'époque. Ben oui. On lançait le modem, rappelez-vous, enfin je sais pas si vous l'avez utilisé, hein. Et puis effectivement c'est ce qu'on faisait, quoi. On téléchargeait tout, on voyait que tu avais tac, on coupait le modem.
Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Au passage, dans Outlook 98, le support des protocoles Internet et donc de l'HTML est également ajouté. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'envoyer ces emails en texte, on peut envoyer des pages HTML et donc des emails un peu plus formatés. Un autre gros souci que Outlook 98 corrige, c'était que dans la première version d'Outlook, ils avaient fait un choix assez particulier sur la façon de gérer ces emails. Alors, il faut bien comprendre qu'à l'époque, Windows 95, ça venait de sortir et c'était un grand succès. Et Windows 95, la base, c'était un peu l'explorateur de Windows avec les fichiers. C'est-à-dire que on avait des dossiers, des fichiers, et on gérait ces documents comme ça. Oui. Microsoft considère donc que les emails vont fonctionner de la même façon. Et que donc, lorsqu'on aura un email, on recevra un email, on le mettra dans le dossier qu'on veut pour le ranger. D'accord. Et donc, pour eux, les gens vont créer des dossiers. Le dossier, par exemple, vacances, ils vont mettre tous les emails qui sont liés à leurs vacances. L'email projet, je ne sais pas quoi, au boulot, ils vont mettre tous les emails comme ça. Et donc, ils avaient décidé que les gens devaient un peu gérer leurs emails comme si c'était des fichiers sous Windows. Alors, bon, putain, on est passé par une belle porte. Hein. Pardon ? On est passé par une belle porte maintenant. Hein. Oui. Et donc, malheureusement, rapidement, on se rend compte que la plupart des utilisateurs ne rangent rien. Et par défaut, le système crée un dossier par email. Et donc, rapidement, ils ont des boîtes de réception avec des centaines de dossiers complètement pas rangés, ce qui est vraiment très bordélique et très confus. De plus, Microsoft n'avait implémenté vraiment aucun système de recherche avancé parce qu'ils se disaient que, vu que les gens allaient un peu ranger leurs emails eux-mêmes, il n'y avait pas vraiment besoin. Bien sûr. Ils ne connaissaient pas les clients. Voilà. Donc, bref. Dans Office 98, c'est un petit peu trop. Ils n'ont pas le temps de revoir le système entièrement parce qu'ils ont fait ça, ils ont corrigé ça rapidement, mais ils cachent le système de dossier. En gros, ils affichent tous les emails en vrac et déjà, c'est plus simple pour les gens. D'accord. Donc, mais bon, c'est pas encore tout à fait au point parce qu'il faut bien imaginer qu'à l'époque, même quelque chose d'aussi basique aujourd'hui comme les Suèdes n'existe pas. Vous savez, comment on dit les Suèdes en français? Les fils de discussion, là, quand on a des réponses qui se mettent les unes à la suite des autres. Oui, les fils de discussion. C'est ça. Bon. En parallèle, donc, côté Internet Explorer, donc, en 1997, les relations entre l'équipe Internet Explorer et le reste de Microsoft se désagrègent de jour en jour. On en a parlé la dernière fois, c'était déjà pas au beau fixe, mais ça va de mal en pire. Donc, pour Internet Explorer 4, l'équipe de Brad Silverberg a à l'origine vraiment de grandes idées. On pourra naviguer dans les sites web avec une arborescence comme dans l'explorateur Windows. Ils vont un client FTP intégré nativement au navigateur. Ils vont développer un nouveau moteur de rendu Trident, qui va être encore utilisé pendant très longtemps après. Oui, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Jusqu'à son dernier jusqu'à encore maintenant, pour ceux qui ont Internet Explorer 11. Oui, voilà. Donc, le but ultime, je ne sais pas si vous vous en souvenez dans l'épisode précédent, le but ultime de faire de Internet Explorer le nouveau shell de Windows, il est plus si important que ça. Parce que pour l'équipe, maintenant, le web, c'est plus important que Windows, et donc il se concentre vraiment là-dessus. Et donc, ils décident également qu'ils aimeraient faire d'Internet Explorer un navigateur multiplateforme, ne pas se cantonner à Windows. Ouais. Alors, pour cela, il faut passer par Apple. Parce qu'Apple, quand même, bon, il n'en reste pas beaucoup de... Ils n'auraient pas beaucoup de parts de marché à l'époque, mais ils ont quand même une aura chez certains métiers, en particulier les journalistes, je crois, les designers. Bon, ça a toujours été, hein, Apple a toujours eu ce marché. Oui. Donc, alors, des négociations ont lieu entre Microsoft et Apple pour faire d'Internet Explorer le navigateur par défaut du Mac. À l'époque, le PDG d'Apple, c'était Guy Lamillo. Donc, les négociations n'avancent pas parce qu'à l'époque, Microsoft et Apple, ça fait 10 ans qu'ils sont en conflit légaux pour des histoires de brevets. Et donc, bon, c'est pas la meilleure situation pour signer un accord. Je disais tant pis, c'est dommage, on ne verra pas Internet Explorer sur Mac. Bah si, c'est pas fini. Ah, ça va arriver. Bah oui. Donc l'origine de ces conflits légaux, si vous vous souvenez pas, on en avait parlé il y a beaucoup d'épisodes, mais ça avait commencé en 1988 dans Windows 2, parce que Bill Gates avait signé, après l'éviction de Steve Jobs d'Apple avec John Sculley, qui était le CEO d'Apple, un accord qui garantissait que Microsoft avait le droit d'utiliser le style du bureau Mac, c'est-à-dire la souris, les icônes, les pointeurs, les fenêtres pour Windows. Bon, ceci justement afin d'éviter d'avoir une petite bataille légale derrière. Oui. Et John Sculley pensait que l'accord était seulement valable pour la première version de Windows et pas pour les suivantes.
Et donc, dès qu'il y a eu une deuxième version de Windows, et ben, ça a été la guerre et l'affaire s'est poursuivie en justice avec beaucoup d'intervenants extérieurs. Ça faisait 10 ans que ça durait à l'époque. Et ce qui était amusant, c'est qu'à l'époque, Steve Jobs était justement du côté de Microsoft, parce que lui aussi, avec sa nouvelle compagnie Next, il faisait un nouvel OS, NextOS. Donc, bah, ça ne l'arrangeait pas qu'il voulait que le concept de bureau n'appartienne pas à Apple, qu'il soit libre, qu'il ait le droit de l'utiliser également. Il dira même quelque chose comme est-ce qu'un physicien aurait le droit de breveter la gravité? Pas mal. Bah oui. Mais il disait ça quand ça l'arrange, dit dans le Ah oui, évidemment, ça a changé selon les époques. Pendant ce temps-là, niveau système d'exploitation, Apple était en perte de vitesse. Leur très vieux système d'exploitation du Mac, il avait 15 ans, il n'était plus du tout adapté aux PC modernes, et il leur fallait un nouveau système d'exploitation. On en avait parlé il y a quelques épisodes. Ils avaient commencé un accord avec IBM pour faire un nouveau système d'exploitation fantastique intelligent. Oui. Malheureusement, ce fut un échec complet, et donc le développement fut arrêté en 1995. À la place, Apple se met à développer un nouveau système d'exploitation qui s'appellera Copland, mais ça ne fonctionne pas mieux. En 1997, ils décident d'abandonner le développement de Copland, et ils ont besoin d'un nouveau système d'exploitation pour le Mac du futur. Alors, ils vont pas mettre Windows dessus quand même. Bah non. À ce moment-là, alors on parle beaucoup d'Apple, mais il y a une raison, on y arrive. Donc, à ce moment-là, ils choisissent Nextstep, qui est donc le nouveau système d'exploitation de Steve Jobs, créé par sa compagnie Next. D'accord. Un accord est conclu, et en février 1997, Apple rachète Next pour 429 millions de dollars et 1,5 million d'actions Apple, qui vont donc à Steve Jobs. Ouais. Steve Monsieur Jobs reprend la main sur Apple. Ah non, pas encore. Steve Jobs devient le conseiller de Gilles Amelio, le PDG d'Apple. Mais juste conseiller, pour un petit moment, pas pour longtemps. D'accord. Alors, ça n'aide pas beaucoup l'action Apple. Plus grand monde ne croit en Apple, qui est vraiment en train de couler de jour en jour. Et lorsqu'ils sont vraiment quasiment au bord du trou, le 26 juin, il y a un investisseur anonyme qui vend 1,5 million d'actions Apple. Incroyable. On se demande qui ça pouvait être. Je ne sais pas. Steve Jobs. Et donc, on ne sait pas. Et donc, il amène la valeur de la compagnie à son minimum historique. Bon, d'accord. 10 ans après, il a avoué que c'était lui, mais 10 ans après. Là, c'est la panique chez Apple. Et le conseil d'administration fait une réunion d'urgence. Steve Jobs est là. Et Steve Jobs leur propose de le reprendre lui et de le faire PDG de l'entreprise. D'accord. Donc, ils acceptent. Ils virent Guy Amelio. Ils le mettent dehors. Attends, je te coupe, mais là, finalement, si j'ai bien compris, il a fait exprès de faire crouler Apple pour le reprendre, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Putain. Alors, fallait être quand même assez costaud et avoir confiance en lui parce que il fallait qu'il se projette pour pouvoir pour faire remonter la boîte parce que ça lui servait à rien de prendre une boîte qui était morte. Mais bah oui, mais c'est la Silicon Valley. Donc, en un an, Steve Jobs remplace alors tous les dirigeants d'Apple par ceux de Next. Un an après le rachat, il n'y a plus personne de l'Apple originel qui est là. Tous les dirigeants de Next ont pris le contrôle de la boîte. Il y a beaucoup de monde qui appelle ça une sorte de rachat à l'envers, parce que ce qui s'est passé, c'est complètement pas normal. C'est Apple qui a racheté Next pour des millions de dollars, et c'est les gens de Next qui ont pris le contrôle d'Apple. C'est assez intéressant. Il y en a qui l'ont eu à l'envers, là. Oui, complètement. Et donc, au bout d'un an, Steve Jobs est à nouveau en contrôle complet de Apple, et il souhaite un nouveau départ, parce que bon, maintenant, ils sont quand même encore tout en bas. Ça implique d'abord de résoudre les différends avec Microsoft. À l'époque, Microsoft est en situation de quasi-monopole. Et Bill Gates, ça l'arrange bien que de maintenir Apple à flot, parce qu'il se dit que s'il y a un concurrent encore en vie, au moins on aura moins de problèmes que si on est en monopole complet. Ah ben oui. Donc, il y a un petit accord qui est signé entre les deux boîtes. Tout conflit juridique restant entre Microsoft et Apple est abandonné. Microsoft s'engage à continuer de développer Office pour Mac pendant 5 ans. Microsoft investit 300 millions de dollars dans Apple. Et Microsoft et Apple signent un accord de licence croisée, donc de cross-licensing, qui est encore valable aujourd'hui d'ailleurs. Tout ce qui est inventé par Apple peut être réutilisé par Microsoft et vice-versa, à condition que ce ne soit pas une copie exacte. Est-ce que l'iPhone, ça marche? Oui, bah justement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'iPhone a inventé ce petit concept lorsqu'on on slidait dans le menu, on arrive en bas, l'écran rebondit un petit peu. Et alors? Alors Windows Phone avait exactement le même rebond, ça vient de cet accord justement. Et Android ne l'avait pas.
D'accord. Et le petit rebond, lorsque tu envoyais ton écran à fond vers le bas sur la page des tuiles, il rebondissait un petit peu. D'accord, Et oui, attends, peut-être. Mais je C'est regarderai. Il y un a peu un le breveté brevet. Apple, ça. Enfin bref. Attends, il y a un brevet pour ça. Oui, mais vas-y, on Bien brevette sûr. tout. On Putain. brevette tout. Si le Bref. monde n'avait pas de brevet, ça ferait longtemps qu'on volerait, quoi. C'est ça. Bill Gates avait fait une grande apparition au Macworld 1997, c'est ce qu'on voit sur la slide là. Donc, Oui. apparaissant un peu en Big Brother derrière. Ça a fait un petit peu des grands bouts dans l'audience. Mais bon, Ouais. c'était quand même historique. Ben oui. Donc, également dans cet accord, pour revenir un petit peu à notre histoire, Internet Explorer devient le navigateur par défaut de macOS pendant 5 ans. Et il le restera jusqu'en 2001 ou 2002, je ne sais plus, lorsque Avec la Apple le sortie. remplacera par Safari. À la suite de cet accord, Internet Explorer devient rapidement le navigateur également le plus utilisé pour Mac, et donc c'est un grand succès pour l'équipe de Silverberg. Internet Explorer est le navigateur le plus utilisé sur toutes les plateformes. D'accord. Vu qu'il n'y a que 2 plateformes, enfin non. Il y avait Il y a quelques plus que- Linux qui commençaient à arriver, des Unix. Il y avait Internet Explorer pour Unix déjà, également. Après, je ne sais pas du tout les parts de marché. Il n'y avait pas grand monde qui utilisait ça déjà, donc voilà. Ouais, peut-être les universités, certaines grosses entreprises. Ouais. Oups, alors là, désolé, une petite merde sur mon slide. Le N est passé en dessous. Donc, alors c'est à ce moment qu'on revient avec. On a fait les slides rapidement. Hein. Je dis c'est à ce moment qu'on revient au grand ennemi qui fait son retour, Netscape. Alors, Netscape annonce son projet Constellation. Alors, Constellation, c'est une sorte de shell pour Windows, d'interface graphique pour Windows qui est basée sur Netscape, qui pourra s'installer à la place de l'explorateur Windows. On voit une petite image, c'est un petit peu compliqué d'imaginer comment ça fonctionne, mais en gros, imaginez que quand vous lancez votre PC, au lieu de lancer l'explorateur Windows, le bureau, il lance l'explorateur Netscape, et c'est ça qui apparaît. C'est-à-dire que ce que vous voyez au milieu, c'est une sorte de bureau. On voit des documents d'ailleurs. Oui. On a une petite barre de recherche en bas où on peut rechercher ses contacts. Oui, dans On a l'intranet une ou sur recherche, Internet. Oui, on a une recherche Internet en bas, on a des liens à droite. Et en gros, tout ça, l'idée, c'est que tout ça, c'est contrôlé par Netscape. C'est le navigateur Netscape en dessous Ouais. qui gère ça. Donc, c'est une façon d'un peu de fusionner Netscape et Windows de la même façon que Internet Explorer devait être fusionné avec Windows dans le projet de la prochaine version. Donc, avec ça, Microsoft se dit que Netscape va peut-être pouvoir remplacer Windows à terme de la même façon qu'eux, ils ont remplacé MS-DOS en construisant un truc au-dessus. Oui, oui. Et ça paraît être un grand danger. Donc, fini de jouer pour l'équipe Internet Explorer, il n'y a plus de choix. Internet Explorer 4 devrait être au même niveau et pouvoir enfin remplacer le shell Windows comme c'était prévu à l'origine. D'accord. Le problème de ça, c'est que ça implique que les équipes de Jim Alkin, qui dirige Windows, et de Brad Silverberg, qui gère Internet Explorer, travaillent ensemble. Et ça, c'est pas simple. Et non, parce qu'ils ne se supportent pas. Ben non, c'est ça. Alors, la coopération est super difficile. Alkin dit que l'équipe Internet Explorer ne joue pas le jeu, mais c'est peut-être un peu vrai. Parce qu'il lui envoie du code IE vraiment en retard, pas au moment où c'est développé, mais il lui envoie des versions à la bourre. Et en plus, il n'utilise même pas les bêtas de Windows 98, donc Memphis à l'époque, c'était le projet Memphis, le projet Windows 98, pour tester leur code, mais ils restent encore sur le Windows 95. Donc ils essayent en gros, tout le monde fait travail minimum et n'essaye pas de travailler avec l'autre équipe. Alors, évidemment, ça fait que le résultat n'est pas fantastique. Ce qu'on obtiendra, ce sera l'Active Desktop sous Windows 98. Alors, avec Active Desktop, les icônes et les liens dans l'explorateur Windows fonctionnent exactement comme un lien hypertexte. C'est-à-dire que le bureau va pouvoir afficher directement du contenu web. On pourrait afficher directement sur le bureau, donc intégrer une page web, des liens web, n'importe quoi qui vient du web. Donc, parce que ça utilisera le savoir qui l'a utilisé. C'était d'une nullité ce truc, sincèrement. Vous avez connu? Oui. C'était à chier, non? Je sais pas ce que vous en pensez. C'était pas. Moi, je l'ai essayé, puis c'est tout. C'était pas génial. Justement, ça a été un. C'était pas génial. Donc, je vais vous montrer rapidement une petite. Parce qu'à l'époque, évidemment, il faut bien se rappeler qu'il y a 2 Windows qui seront développés en parallèle. Windows 98, qui est une sorte de Windows 95 amélioré, en attendant que le vrai Windows NT puisse remplacer Windows 98 à terme. Donc, la prochaine version de Windows NT intègre aussi donc, ce nouveau shell graphique. On a une petite VM d'une bulle de Windows NT 1997, qui est la première à intégrer Active Desktop. Alors là, j'avance ça rapidement. Vous voyez, c'est bon? Oui, on voit bien. Rapidement, parce qu'il y avait l'installation. D'ailleurs, vous pouvez voir la magnifique installation de l'époque. On devait quand même passer par MS-DOS et installer. Ça restait encore assez basique, l'installation de Windows. Donc, attends, j'avance ça.
Ah, mais c'est que tu nous as préparé la vidéo, en fait. Ouais, bah oui. Voilà. Alors, voilà, on est lancé. Donc, bah oui, parce que ça aurait été trop compliqué à faire parce que là, en fait, ça marche que sous une VM 32 bits. Et donc, tu vois, c'est une VM dans une VM. J'ai une VM Vista qui D'accord. tourne dans une VM. Tu vois, c'est le bordel. Ouais, ok. Bref. Et donc là, on est sur le login de cette bêta de Windows NT 5, donc, qui est la première à avoir Active Desktop. Et alors bon, ça bug un peu, hein, parce que derrière, j'ai dû installer, les drivers sont buggés. Mais vous voyez, attends, là, je l'ai poussé normalement au bout d'un moment. Les fenêtres s'ouvraient plus vite que j'arrivais à les enlever. Hein. C'était, voilà. Vous voyez, à l'arrière, on voit des composants. Le problème, c'est qu'évidemment, la vidéo, elle a bugué. ActiveX. Vous voyez derrière l'animation, la vidéo web qui Oui, apparaît. oui. En fait, c'est ça, c'est Active Desktop. Donc, ça permettait de mettre des vidéos sur le web, des choses comme ça. Et donc, ça permettait de transformer le bureau vraiment en une zone où on pouvait afficher n'importe quelle donnée web. Tu vois, là, écrit. Sauf qu'en fait, finalement, je ne trouvais pas ça utile parce que, si vous voulez, ça restait un window où tu avais des fenêtres et à chaque fois, ça se mettait par-dessus. Et comprenez qu'on ne pouvait pas venir docker une fenêtre contre ces Active Desktop, ces zones. Vous voyez ce que je veux dire? C'était chiant, en fait. C'était pas T'as un pratique à truc que tu mets utiliser. au fond, quelque chose, une carte, un truc web. Mais toi, tu as des fenêtres aussi de travail. Et donc, tu masquais ton. Enfin, ça n'allait pas, quoi. Non, T'as l'impression ça n'a pas que été. c'était C'est-à-dire, pas ça a pensé. été rapidement mis en retrait. Hein. Ça n'a pas été un succès. Ça n'a pas Pas été du un tout. succès extraordinaire. Donc, pour revenir au sujet. Donc là, vous voyez, par exemple, ils mettaient Hey, I'm a desktop component, ils étaient contents, ils avaient réussi à afficher du web sur le bureau, ils étaient contents, bref, mais. Mais l'intérêt était zéro. Voilà, il n'y avait pas eu de grand intérêt derrière. C'était une bonne idée de base, mais derrière, bon, je vais partager en parallèle donc la première version de Windows 98 qui était aussi celle qui tournait sur Active Desktop. Normalement, c'est bon, je pense. Oui, c'est tout bon. Voilà. Alors là, tu es ça toujours sur une VM dans une VM ou tu as pu Oui, c'est ça. Non, là, on est sur une PCEM. On est sur un Pentium 133 émulé. D'accord. Vous vous rappelez de tout ça? Ça vous rappelle Oui, tout? oui. Donc, vous voyez, ça, c'est la version qui est sortie au final dans Windows 98. Et Active Desktop a été utilisé principalement pour créer cette barre de pub. Donc, Super. cette barre de composants. Alors, les composants devaient payer un prix d'or, enfin les tiers payaient très cher pour être mis là directement, parce que vous imaginez, vous étiez directement sur le bureau Windows lorsque la personne a acheté sa machine. Donc c'était cher oui. payé. Donc il y a eu donc Disney qui a payé, Comcast, Warner Bros, AOL. Et en haut, on avait des liens vers les canaux MSN. Logique. Voilà. Microsoft se faisait sa pub. Bah oui. Et là, oui, bon, c'était amusé, un lien vers le site Windows directement là, quand on cliquait sur Windows. Bon, je clique pas, ça sert à rien, le site de Windows 98 n'existe plus, hein, je vous tiens au courant. Ah bon? Ah, je serais bien de le consulter, tant pis. Allez. Et donc vous pouvez voir Internet Explorer de l'époque, mais il faut qu'évidemment, c'est une VM, donc il n'est pas connecté, malheureusement. Outlook Express, je ne sais pas si ça sera la même chose, j'imagine. Ouais, bon, c'est pas grave. Ça vous rappelle bien des choses, tout ça? Oui, oui. Et puis avec le bon bruit de souris bien mécanique. Ouais. Ça, j'ai pas changé, moi, mais bon. Avec la roulette au-dessus, en dessous. Voilà. Donc là, j'ai pas activé Active Desktop sur cette VM. D'ailleurs, on peut l'activer pour vous montrer rapidement. Je sais. Attends, vous vous rappelez où ça s'active ce truc? Non. Je dirais l'option des dossiers et Web Style, voilà. Et je m'en souviens quand même, hein, franchement. Ça a 20 ans, mais je m'en souviens. Donc on fait ça. Et là, on met en mode web. Voilà. Et donc maintenant, tous les liens sont des liens web. Donc tout est souligné comme un lien web. Et on clique qu'une fois, plutôt que faire un double clic. Donc là, c'est Active Desktop activé à fond. Bon, voilà. Donc moi, je n'aimais pas ça du tout à l'époque. Je ne sais pas ce que vous en pensiez. Je trouvais ça pas du tout. Je trouvais ça assez bizarre de devoir cliquer qu'une seule fois sur les dossiers. Je pense qu'on avait déjà trop l'habitude du double clic. Oui. Et je me demande si on ne peut pas toujours repasser en un clic. On peut. Parce que, et en plus, j'ai un bug dans les dernières builds de Windows. À chaque mise à jour sur mon PC, il me le réactive. Ouais, voilà. Alors, juste, on va quand même rappeler que, Florian, tu es en insider, et donc tu n'as pas le droit de te plaindre. Non, je ne me plains pas, je dis juste que c'est marrant, il me réactive ce truc-là 20 ans après, à chaque... Donc voilà, je coupe ma petite VM. On peut éteindre son ordinateur. Ah, cool. Comme, en plus d'être pas très pratique, en plus, ce Active Desktop n'était pas super stable. Ça plantait assez régulièrement parce que ça ne fonctionnait pas sur le moteur de Windows Explorer classique, ça tournait sur Trident, qui était le moteur d'Internet Explorer. Et il était beaucoup plus plantogène que l'Explorer Windows.
Et au moindre crash, ça nous ferme tous les dossiers et ça revient sur le bureau, ce qui est assez peu pratique. Voire, encore pire, ça force l'utilisateur à redémarrer sa machine si c'est un gros crash. Donc voilà, c'est pas génial. De plus, comme je l'ai dit il y a une minute, remplacer les icônes par des liens hypertextes, c'est super confus. Les gens ne comprennent plus rien. Est-ce qu'il faut double-cliquer? Est-ce qu'il faut cliquer simplement? Comment on fait du drag and drop si on clique qu'une fois? C'est bizarre. C'est pas logique. Les gens ne comprennent pas. Et au final, c'est tellement pas confus qu'il est décidé que dans la prochaine version de Windows 98, ils vont le désactiver par défaut. Il ne sera plus jamais activé par défaut après. Sauf chez toi en Build Insider. Voilà, en 20 ans après. 20 ans après. 20 ans après. Et de toute façon, en plus, l'urgence est passée parce que le projet Constellation de Netscape, ils en sortent des bêtas, il n'y a rien qui fonctionne et ça ne fonctionnera jamais correctement. Donc, de fait, il n'y a plus d'urgence de ce côté-là. D'accord. Donc, nous sommes maintenant en décembre 1997, lorsqu'Internet Explorer 4 sort. À ce moment-là, le démantèlement de l'équipe d'Internet Explorer de Brad Silverberg, il est déjà en chantier. Bill Gates a tranché, l'équipe Internet Explorer va être transférée à Jim Alkin et l'équipe Windows au Nouvel An 1998. D'accord. Alors le truc, c'est que ça, ils avaient décidé ça en interne, mais ils n'avaient pas annoncé ça à Brad Silverberg. Ils ne savaient pas trop comment lui dire, parce qu'ils se sont dit qu'au moment où ils vont lui dire, le mec, il va démissionner et plus jamais revenir. Et ils n'ont pas non plus envie, parce qu'il fait du bon boulot. Donc au final, c'est Maritz, qui est à l'époque le numéro 3 de Microsoft, qui est chargé de lui transmettre l'information. Belle mission quand même. J'imagine le truc. Ouais. Oui, salut, dis, on peut venir manger. On bouffe ensemble ce midi, hein? Ah, c'est moi qui t'invite. Ouais. Ça peut être trop ça. Alors, il y met le plus de gants possible. Tu sais, Jim va récupérer Internet Explorer, mais toi, tu es encore important, tu vas récupérer Office. Il y a encore beaucoup de à faire sur Office, et puis on va pouvoir adapter Office au web, on va faire plein de choses. Bref, fantastique. Et donc, il répond directement, si on lui retire Internet Explorer, il quitte la compagnie. La Team Office, ça ne l'intéresse pas, il a déjà dirigé la Team Office dans le passé, on en avait parlé à l'épisode précédent. ouais. Et pour lui, l'équipe Office, elle n'a pas envie de réinventer le produit, ils sont contents d'ajouter quelques fonctions à chaque nouvelle version, et puis c'est tout. Et pour lui, c'est pas marrant une équipe comme ça. D'accord. Alors, pour tenter de le convaincre de rester, Bill Gates a une conversation avec lui. Il lui dit que le web, c'est super important, mais les connexions ne vont pas assez vite et que d'ici 10 ans, en 2007, la majorité des Américains s'y connecteront beaucoup plus. Les connexions sont beaucoup plus rapides. Là, on pourra faire plein de choses, mais il est encore trop tôt. Donc, attends, reste ici, attends, on fera plein de trucs sur le web, mais plus tard. Et attendre 10 ans, c'est un peu long pour Silverberg, donc il n'est pas très convaincu. Alors, il s'en va ou pas finalement? Pour l'instant, il a beaucoup de vacances en retard et il décide de les prendre et d'y réfléchir. Sur son bateau avec un iPhone? Non, pas encore, mais ça y ressemble. Donc, je trouve une petite image de Joe. C'est ça. Donc, on vient de le dire avant, à ce moment-là, la team Internet Explorer vient de sortir Internet Explorer 4. Alors, Internet Explorer 4, on voit une petite image ici, a également la même pub qui était sur le bureau Windows 98. Par défaut, à gauche, les channels. Donc ça, j'imagine que ça a été un petit peu imposé par la boîte. Je pense pas que les développeurs avaient envie de mettre ça, j'imagine. Enfin, ça me paraît quand même assez... inclusif. On pouvait le fermer direct, mais je trouve que ça fait un peu violent d'avoir ça direct. Bref. Oui. Puis ça t'apporte pas grand-chose en tant qu'utilisateur. Ça prend beaucoup de place. Bon. Oui. Au niveau technique, donc, Internet Explorer 4 a amené beaucoup de choses. Ça a amené principalement l'arrivée du DHTML, Dynamic HTML. Donc, l'idée est de rendre les sites web plus interactifs en combinant HTML, JavaScript, CSS et DOM. Donc DOM, le document Object Model, je pense peut-être que Christophe peut expliquer ce que c'est. C'est un document qui sert à lister donc, un peu tous les éléments d'une page web, avec lequel le JavaScript va pouvoir intervenir. C'est ça, c'est la hiérarchie d'un document en fait, et tu peux te déplacer dans le DOM, dans des nœuds en fait. C'est le sommaire, enfin même pas le sommaire, c'est l'ensemble d'un document avec des nœuds. Vous comprenez un petit peu de la page. C'est ça, ouais. Bref, avant Internet Explorer 4, le DOM était limité à certains éléments basés qui ne permettaient pas d'indexer toute la page. Avec Internet Explorer 4, le navigateur, la page est chargée, il va faire une liste dans le DOM de vraiment tous les éléments de la page. Et il va être possible au code JavaScript d'interagir avec tous ces éléments. Donc, il va être maintenant possible de faire des pages web 100% dynamiques. Par contre, il faut bien comprendre que ça reste en local. C'est-à-dire qu'avec des HTML,
on va ajouter aux pages web du code JavaScript qui va être téléchargé par le navigateur et exécuté une fois en local, une fois la page téléchargée sur ton navigateur. C'est-à-dire qu'il ne va pas échanger avec le serveur. Il va pouvoir avoir des animations, des choses qui se passent sur la page, mais ça restera entièrement en local. Pour faire des changements côté serveur, il y a à l'époque d'autres langages qui sont utilisés comme PHP, ASP, on en a parlé à l'épisode précédent. Il y a déjà PHP qui est là? Oui, qui eux permettent donc de 97 créer une page web PHP. différente selon l'utilisateur. Par exemple, pour un forum, on n'envoie pas la même page web selon l'utilisateur. Oui. Mais je pensais pas que c'était arrivé sitôt. Je pensais que ça avait attendu les années 2000 pour sortir. Non, je pense. À moins que je me sois planté. À moins que 1997, ayez confiance, les amis. D'accord. Donc, DHTML va nous le maintenant confirme. DHTML va maintenant permettre d'animer du texte, des images, ajouter un élément qui va actualiser son contenu automatiquement, une barre de news par exemple qui va pouvoir s'actualiser, utiliser les données d'un formulaire de la page sans repasser par le serveur ou bien créer des menus animés. Bon, c'est des petits trucs, mais c'est le début des pages web qui deviennent un peu moins statiques que ce qu'elles étaient auparavant. Avec DHTML, les premiers jeux sur navigateur sont également créés. Mais malheureusement, du fait que chaque navigateur, dont Netscape, crée une version du DOM et du DHTML un petit peu différente de celle de son voisin, il est difficile de faire une page ou un jeu DHTML qui sera compatible avec tous les navigateurs. À l'époque, ce n'est pas encore standardisé. Il faudra des années avant que le W3C, le consortium web, standardise tout ça. Alors, de mémoire, quand même, à l'époque, tu pouvais, quand tu crées une page web, dire là, tu as ce code si mon navigateur c'est l'Internet Explorer, sinon tu as le code à côté si c'est Netscape. Tu pouvais faire ça quand même quand tu crées ta page web. C'est pas censé fonctionner comme ça. Je suis d'accord, mais bon, c'était c'était des systèmes D, quoi, oui. Ou bien tu mettais un logo optimisé pour Netscape, optimisé pour Internet Explorer, et démerde-toi. Oui. Donc, malgré tous ces succès techniques, la décision, comme j'ai dit avant, a été prise. Les membres de l'équipe Internet Explorer vont passer sous le giron de l'équipe Windows. Alors, lorsqu'on leur annonce la news, ils ne sont pas très ravis de devoir être intégrés à l'équipe Windows. L'équipe Windows considère que les gens d'Internet Explorer, ce sont des amateurs qui font un travail vraiment de bidouilleur du dimanche, quoi. Brad Silverberg voit une dernière fois son équipe avant les fêtes de fin d'année 1998 et il reprend un peu espoir. Le mec il dit mais non, t'en vas pas, déjà qu'on part chez Windows, on va mourir, viens avec nous, nous laisse pas tout seul. Et il se donne 3 mois pour décider s'il reste ou s'il s'en va. D'accord. Bill Gates, il avait pris sa décision, on l'a dit, en faveur de Jim Alkin et de Windows, mais il a des doutes. Parce qu'il se dit que finalement, le web se développe beaucoup plus vite que prévu, qu'un navigateur tout seul, ça n'aidera pas la team Windows, mais qu'un navigateur combiné avec des services Microsoft en ligne, ça pourrait permettre d'étendre l'expérience Windows et Microsoft au web. Si on combinait ça au groupe MSN, qui à l'époque erre un petit peu sans but, le groupe Internet Explorer il pourrait faire quelque chose d'intéressant en final. Et puis, Brad Silverberg, c'est un peu l'homme parfait pour diriger ce nouveau potentiel groupe. Oui. Et Bill Gates, il réfléchit à ça pendant un petit moment, puis il a une petite idée. Il se dit que toutes les données d'un utilisateur Microsoft, Windows, pourraient être stockées sur des serveurs Microsoft en ligne. Ces serveurs seraient accessibles depuis n'importe quel ordinateur. Le projet, c'est le petit projet, il s'appelle Mega Server. Petit. Mais ce projet va au-delà du simple stockage de données personnelles. Il sera également possible de sauvegarder les paramètres des machines et de l'utilisateur sur le web, sur un serveur Microsoft. Il parle d'Azure. Imaginons par exemple un cas simple. L'utilisateur passe 2 heures à installer son imprimante sur son PC. Une fois qu'il l'a fait, il synchronise avec le service web Microsoft. Ça va sauvegarder les paramètres de l'imprimante sur le cloud. Alors, à l'époque, on ne disait pas cloud, mais c'est l'idée. Et donc, sur un serveur distant. Voilà, sur un serveur distant. Et lorsqu'il réinstallera son PC, qu'il changera de PC, il pourra récupérer les paramètres de configuration d'imprimante direct. Pardon. Quand l'utilisateur aura un nouveau PC, il pourra récupérer directement les paramètres de configuration de son imprimante depuis le serveur Microsoft. Il n'aura rien à faire, tout sera automatique. Alors ce service sera un peu une version basique gratuite pour tout le monde et une subscription annuelle payante avec plus de fonctionnalités pour les utilisateurs. Alors en français c'est souscription. Pardon, désolé. Tu as utilisé le terme anglais. Oui, je pense à moitié en anglais des fois. Et ça vous bluffe pas quand même l'idée qu'il a? Bah si. Et en plus, c'est pas fini. Parce qu'avec la version payante,
le client aura toujours accès à la dernière version de tous les produits Microsoft. Office, Windows. Et c'est Mega Server qui mettra à jour tout depuis le web. Alors ça marchait en 98 ou c'était que le projet ? C'est une idée. C'est une idée sur le papier que Bill Gates est en train d'écrire sur son petit carnet pendant quelques semaines. D'accord. En fait, il a préparé le travail de Satya Nadella, là. C'est ça. Alors, le problème, c'est que c'est quand même loin d'être fait parce que Microsoft aura besoin de data centers partout dans le monde et devra pouvoir assurer la sécurité et la fiabilité des données des utilisateurs. Bah, évidemment. Puis alors, Bill Gates, il va voir... Vous voulez un scoop ? Il a réussi à le faire. J'étais dans le futur et je vous assure qu'il a réussi. Et donc, Bill Gates, il va voir Brad Silverberg, il lui propose tout ça, il lui explique un peu c'est quoi son idée, et il lui dit qu'est-ce que tu en penses ? Et là, Silverberg, il dit mais c'est génial, ça peut fonctionner, ça va changer le monde, la façon dont on utilise les PC. Le mec, il est à fond dedans. Alors, ils font une petite communication interne aux équipes Microsoft pour leur annoncer un petit peu l'idée, le projet, pour avoir des retours des autres équipes. Et là, malheureusement, on a un petit retour de Jim Alkin qui dit non, pas si vite, les amis. Pour lui, si le système peut se permettre de mettre à jour Windows et des autres composants de Windows, ça doit passer par Windows, ça doit appartenir à Team Windows. Et pas de contrôle de Windows par une team externe à Windows. Et en plus, que le fait que Windows se mettra à jour tout seul, ça sera plus simple techniquement. Donc, c'est peut-être vrai que ce serait plus simple techniquement, mais en vrai, il s'agit encore une fois de ce conflit entre les deux rivaux qui n'ont absolument aucune confiance l'une dans l'autre. Jim Alkin, lui, il pense que Mega Server indépendant pourra peut-être permettre de favoriser d'autres produits Microsoft non Windows. Et donc, il n'est pas chaud du tout pour ça. Lui, il veut pas être. Il avait dit quelque chose comme je veux pas être celui qui aura tué la poule aux œufs d'or. Parce qu'à l'époque, il faut bien voir que Windows, c'est énorme. Hein. C'est Windows et Office, c'est une énorme majorité des ventes de Microsoft. Bah, bien sûr. Alors, il y a un petit compromis qui est trouvé. Silverberg sera en charge du projet Mega Server, mais hiérarchiquement, il sera à l'intérieur du groupe Windows de Jim Alkin. D'accord. Bon. Alors, et les deux gars ont réussi à se mettre d'accord, là Parce que moi, j'ai l'impression que ça va mal se passer, que la manière dont tu le racontes. Donc, Silverberg, il doit organiser une nouvelle équipe autour de l'équipe MSN qu'il récupère. Ouais. Alors, cependant, ça ne suffit pas parce que l'équipe MSN, elle est un petit peu à l'abandon. Il n'y a pas de vrai grand talent dedans. Donc, il les dégage tous. Pardon ? Il les dégage tous. Non, quand même pas. Mais rapidement, il se dit que ça ne va pas le faire avec les gens de MSN. Il lui faut sa véritable équipe, celle qui travaille sur Internet Explorer et qui est maintenant sous le contrôle direct de Jim Alkin. Il veut récupérer son équipe Internet Explorer. D'accord. Alors, évidemment, Alkin, lui, il n'a pas très envie de lâcher l'équipe Internet Explorer. Forcément. Qui vient à peine de récupérer. Parce qu'il se dit que si l'équipe Internet Explorer passe sous Silverberg, même si techniquement Silverberg est sous sa juridiction, j'ai envie de dire. Ouais, son autorité. Son autorité, oui. Et ben, le jour où il y aura un désaccord, l'équipe Internet Explorer, elle va aller pour Silverberg, elle ne va pas obéir à Alkin. Forcément. Et si ça impacte une fonctionnalité importante de Windows, et ben, il n'aura pas raison, c'est Silverberg qui gagnera. D'accord. Alors, pour vraiment mettre le bazar complet, en parallèle à ça, le dirigeant de l'équipe MSN, donc, qui était là avant Silverberg, qui est Pete Higgins, il n'est pas très heureux de perdre son indépendance et de passer sous le contrôle de tout ce beau monde. Ouais, mais c'est un boulet, lui, d'après ce que tu disais. Bah, je sais pas trop, honnêtement. C'est ce que Silverberg disait. Après, moi, j'étais pas là à l'époque. Hein, D'accord. Après, peut-être que ceux qui faisaient les MSN, ils développaient pas le même genre de choses que l'équipe Windows avec. Ah ben non, c'est sûr. Donc, il y a un grand accord, un nouvel accord qui est décidé entre tous les protagonistes de cette histoire. Silverberg dirigera Mega Server et la partie technique de MSN. Higgins dirigera la partie contenu de MSN, donc le portail, les news, tout ça. Ouais. Quant à la division Internet Explorer, elle intégrera les équipes de Silverberg pour 1 an avant de retourner directement sous l'équipe Windows de Jim Alkin. Alors, de toute façon, à ce moment-là, sacré micmac, hein. De toute façon, à ce moment-là, Windows 98 est terminé. Et l'équipe Windows commence à travailler au développement de Windows NT 5, qui va être enfin celui qui va unifier Windows 98 et Windows NT en un seul Windows pour tout le monde. Ils sont encore vraiment dans le tout début, en train de faire fonctionner le cœur de Windows NT sur les PC un peu moins puissants. Et donc, il n'est pas encore temps de penser aux chèques graphiques. Ils n'ont pas besoin de la team Internet Explorer pour l'instant. D'accord. Cependant, Jim Alkin veut conserver le contrôle de Trident, le moteur d'Internet Explorer, parce que celui-ci sera à terme utilisé
pour remplacer des éléments clés de Windows. Et donc, il doit rester sous le contrôle de la team Windows. Ok. Alors, à nouveau, c'est le bordel. En fait, ça a toujours été le bordel. Voilà, Bill Gates doit trancher. Alors, il dit, sauf si l'équipe Windows peut m'expliquer comment avoir Trident accélérera le développement de Windows NT5, Trident et Internet Explorer vont rester pour l'instant sous le contrôle de Brad Silverberg. D'accord. Alors, là, Brad Silverberg semble avoir un petit peu gagné, mais, malheureusement, en ce début d'année 1998, il y a un nouveau problème qui arrive un peu de nulle part. C'est que la justice américaine décide que Microsoft est dans une situation de monopole et que Microsoft se sert de ce monopole pour imposer ses produits. Alors, pour commencer, Microsoft a l'ordre de fournir une version de Windows sans Internet Explorer. Alors, là, Bill Gates joue un petit peu à l'idiot et il dit que s'il retire Internet Explorer de Windows, eh ben, ça cassera Windows parce que Windows, c'est une partie intégrale de Windows. Et que donc, ce que la justice leur demande, c'est de donner une version cassée de Windows. Hein, il les prenait vraiment pour des cons. Hein. Ouais, je sais. Il l'a payé cher. Hein. Bon. Donc, le problème de cette approche, c'est que avoir même le fait que Internet Explorer, ce soit un groupe séparé qui fait son navigateur pour tous les OS, eh ben, ça semble dire que ce que Bill Gates raconte, c'est un peu des conneries. Ben oui. Et donc, c'est l'occasion pour Jim Malkin de relancer le débat. Il y a une nouvelle série d'emails qui arrive. Si depuis le début on m'avait écouté, si j'avais le contrôle d'Internet Explorer, si Internet Explorer était dans la division Windows, tout ça ne serait pas arrivé, on n'aurait pas ces problèmes aujourd'hui. Et donc, Internet Explorer ne devrait pas être séparé encore un an. Il devrait faire partie de Windows dès aujourd'hui. Eh oui, même depuis hier. Et il dit ça, même il continue, même au niveau marketing, ils sont complètement séparés. Internet Explorer a son propre logo, son propre site web, disponible sur d'autres systèmes d'exploitation. En l'état, c'est un produit séparé. Et donc, vu le bazar légal et qu'il faut que, pour que l'explication de Microsoft tienne en route, il faut que Internet Explorer soit vraiment un composant Windows, eh ben, il décide de revenir sur l'accord final entre Alkin et Silverberg. L'équipe Internet Explorer intégrera l'équipe Windows dès aujourd'hui. D'accord. Bill Gates, il ne se fait pas d'illusions, il sait que ça signifiera le départ de Silverberg de la boîte et que le projet Mega Server risque d'avoir quelques soucis et quelques retards. Tu m'étonnes. Au final, il décide de le faire parce qu'il se dit que personne n'ira irremplaçable. Marit, c'est encore une fois celui qui doit annoncer la nouvelle à Silverberg. Alors encore une fois, j'imagine un Christophe, le dîner, on va devoir... Oh là là. Ah, salut, dis, on bouffe ensemble ce midi. C'est toi qui paye. Et donc, Silverberg, il le prend très très mal. On avait un accord, on ne revient pas sur sa parole comme ça se fait pas. Il met un ultimatum à Bill Gates, il dit si tu ne changes pas d'avis d'ici demain, je meurs. Et bon, Bill Gates ne change pas d'avis. Et le lendemain, Silverberg démissionne de Microsoft et toutes ses équipes passent sous le contrôle direct de Jim Malkin. Voilà. La fin de cette guerre. Ça aurait été raide chez Microsoft. Ah oui, ça. Et en plus, je suis sûr qu'on ne sait pas tout. Il y a dû y avoir plein d'histoires comme ça. Ça doit être... Enfin. Ouais. Donc, Jim Malkin ne perd pas de temps. Directement, il commence par faire supprimer le site web d'Internet Explorer. Maintenant, il y a une page Internet Explorer sur le site web de Windows 98. D'accord. Toute la documentation est réécrite pour faire bien comprendre qu'Internet Explorer est un composant Windows. Ouais. Quant à Mega Server, il est un peu abandonné. Il tombe aux oubliettes. Et à la place, il y a un beaucoup moins ambitieux projet Windows Update qui va faire son apparition sur Windows 98, tout d'abord pour les mises à jour critiques. Alors là, vous voyez voir sur la petite slide, ce qu'on avait en fait à l'époque, c'est lorsqu'il y avait une mise à jour critique, il y avait un petit pop-up qui arrivait comme ça. Et donc en cliquant sur View Critical Updates, on est arrivé sur le site web où on téléchargeait la mise à jour. D'accord. Donc voilà, Mega Server est devenu ce truc un peu moins ambitieux. C'est sûr, ça me manque un petit peu de classe comme projet. Vous imaginez ce qui aurait pu arriver 10 ans plus tôt. Donc Windows 98 est finalement disponible donc, en mai 1998. Il amène quand même pas mal de nouveautés, notamment un support avancé de l'USB et du plug and play, c'est-à-dire fini de ces ports série parallèles PS2. Maintenant on branche tout en USB. L'OS arrive à détecter les appareils, je ne retrouve pas le mot. Le hardware automatiquement. Oui.
Oui, les composants, voilà, automatiquement. On n'a plus besoin de configurer ça. La plupart des fois, on n'a même pas besoin de driver. Bon, parfois, on a encore besoin de driver pour les trucs avancés. Mais bon, les petits trucs, on n'a plus besoin de driver. Je ne sais pas si vous vous Ouais. souvenez de la présentation de Windows 98 par Bill Gates, qui était un petit peu un fiasco, où justement, il Non. présente en 1998, on mettra peut-être elle est sur YouTube, là. Il présente en 1998 le plug and play sur une bêta de Windows 98. Il branche une imprimante en USB, et là, Windows 98 fait un écran bleu, Oh putain. en direct à la télé. Oh putain. Et puis là, il y a le rire gêné. Et puis il dit c'est pour ça qu'on l'envoie que c'est pas encore sorti, que c'est une bêta. Plug it in. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device. And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build... Whoa. Moving right along. That must be why we're not shipping Windows 98 yet. Absolutely. Absolutely. Windows 98, donc il y a une belle évolution de Windows 95 qui rend l'utilisation plus simple. Il n'y a plus besoin donc, de redémarrer sa machine après avoir branché un nouvel appareil. Afin de simplifier le fonctionnement de Windows, Microsoft revoit également le système de driver. Jusqu'ici, Windows 95 avait essayé d'être le plus compatible avec MS-DOS, puisque quand Windows 95 est sorti, tous les programmes existants étaient MS-DOS, donc c'était important d'être très compatible avec eux. Avec Windows 98, maintenant, il y a déjà un bon paquet de programmes pour Windows 95 qui seront directement compatibles, donc la compatibilité MS-DOS est un peu moins importante, et donc ils revoient la façon de concevoir les drivers. Jusqu'ici, les drivers, ils étaient un petit peu conçus pour être encore compatibles avec MS-DOS, qui fonctionnaient dans des sortes de petites machines virtuelles qui permettront de faire tourner des programmes MS-DOS dans des petites DOS-box, si vous voulez. On peut voir ça un peu comme ça. Et donc maintenant, ils vont voir un nouveau système de driver Windows, le Windows Driver Model, où ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus direct. Des drivers vraiment conçus pour Windows à 100%. D'accord. Donc, également, une grande chose, une grande avancée de Windows 98, c'est le support des jeux. C'est à ce moment-là que Microsoft se lance vraiment dans les jeux pour Windows. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de jeux qui avaient été faits pour MS-DOS à l'époque, mais sur Windows 95, Windows 95 avait été un petit peu un échec niveau jeu. Parce que pour la plupart des gens considéraient que Windows 95 était moins pratique que MS-DOS pour développer et faire tourner des jeux. Alors pourquoi ça? C'était parce que DOS permettait un accès direct. DOS était un système d'exploitation très basique et permettait d'avoir un accès direct au matériel. C'est-à-dire qu'on parlait directement à la carte graphique. Windows 95, c'était un OS beaucoup plus évolué en mode protégé, donc qui avait un système d'élévation de privilèges et tout ça, et qui donc restreignait l'accès au matériel. Le programme devait parler aux API Windows qui allaient parler à la carte graphique. Donc vous imaginez, c'était un petit peu plus lent. Ouais. Donc Microsoft avait tenté de compenser ça en créant une API spéciale WinG pour les jeux. Alors, elle contournait le problème en permettant aux applications de passer à travers les API Windows et de parler directement aux cartes graphiques. Mais à l'époque, ça avait été testé un petit peu sur les premiers PC qui tournaient sous Windows 95, et rapidement, on se rend compte que c'est très lié à la machine de l'utilisateur et que ça ne fonctionne pas avec toutes les machines. Évidemment, c'est un problème. Ben oui. Et il y a eu une très mauvaise presse lorsqu'il y a le jeu Le Roi Lion qui sort, quand Disney sort son film Le Roi Lion. Évidemment, il y a des jeux Le Roi Lion qui sortent en même temps à l'époque. Oui. Et, ça devait être 96. Oui, ça doit être ça, je sais pas. Et donc, il y a un accord entre Compaq, le fabricant de PC, et Disney, où ils vendent avec les nouveaux compacts Presario, le jeu Le Roi Lion. Sauf que personne n'a testé, et avec WinG plante lorsqu'on lance le jeu Le Roi Lion sur ce PC. Ouais, mais enfin, ouais. Ça après vendre un produit sans le tester. Ouais, bref, c'est une catastrophe. Mais en même temps, WinG planté sur la plupart des machines, hein, c'était vraiment pas stable. Donc rapidement, Microsoft se dit qu'il faudra remplacer Windows 98 WinG par quelque chose d'un petit peu plus efficace. Ce sera la naissance du projet qui va amener à DirectX. Ah, d'accord. Voilà. Windows va devoir être capable d'exploiter au maximum les cartes graphiques et faire concurrence à l'époque aux consoles de salon qui commencent à être évoluées également. Hein, on est passé de SNES et Mega Drive, là on arrive à des Sega Saturn, PlayStation, Nintendo 64. On commence à avoir des consoles qui savent faire vraiment afficher des graphiques en 3D et comment ça va être bien évolué. D'accord. Et on n'a pas encore de Xbox? Non. On sera dans 2-3 épisodes. D'accord. Donc, ce petit projet qui est le Game SDK, donc il pourrait être également utilisé par autre chose que des jeux vidéo,
Mais vu que Microsoft s'est pris une très mauvaise presse suite à des petits problèmes de multimédia, on en avait parlé il y a quelques épisodes, ils avaient sorti Windows 3.1, un petit pack multimédia pour Windows, et on avait découvert assez rapidement que le sous-traitant qui avait été chargé de faire ça avait volé du code de QuickTime d'Apple. On avait parlé il y a quelques épisodes. D'accord, oui. Et- Oh, il y a longtemps. Ouais, c'était il y a longtemps. Et bref, Windows 95 a mauvaise pub. L'histoire suite à ça, le multimédia sur Windows 95, les gens voient ça un petit peu en rigolant. Et donc, ils décident d'appeler ce nouveau projet donc le Game SDK. Alors que techniquement, ça pourrait être aussi utilisé pour tout ce qui est multimédia, lecture de vidéo, tout ça, et ça sera utilisé pour ça. Mais ils décident de se concentrer sur le jeu vidéo et de ne pas du tout mettre en avant pour l'instant la partie multimédia. D'accord. Donc c'est pour ça Mais qu'on de voit toute à gauche, on voit sur la petite Oui. slide donc la première version que c'est le Windows 95 Game SDK. Mhm. Le petit CD que vous voyez sur la slide, je le partage, c'est bon? Non, mais c'est bon, c'est à l'image. J'avais un doute. SDK qui veut dire Software Development Kit. C'est ça. Kit de développement des logiciels. Pour Alors, information. C'est bien. Et donc, pour ce Game SDK, Microsoft fait pas la même erreur qu'avec WinG. Ils vont travailler avec tous les grands fabricants de cartes vidéo de l'époque, donc Hotchi, S3, et aussi ceux qui font des cartes son, Sound Blaster, il y avait Voodoo, je crois. Voodoo, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, afin de rendre le nouveau système le plus efficace et fonctionnel avec le plus de matériel possible. Rapidement, un premier SDK est disponible. C'est un succès. Et les versions se succèdent. Rapidement, on renomme ça du Game SDK à DirectX parce que ça devient vraiment quelque chose de plus universel qui va être utilisé pour faire des applications graphiques sous Windows. D'accord. Donc, Enfin, quand tu dis graphique, c'est même pas graphique, c'est tout ce qui est multimédia. oui. Mais après, pour moi, graphique, je veux dire que ça appelle la carte graphique. Oui. Ouais, Oui, tu mais vois, il y a aussi toute la partie son est aussi prise en charge Oui, là-dessus. c'est vrai. Il y a ça aussi, j'ai dit Sound Blaster, c'est vrai. Donc, 1996, DirectX est intégré à Windows comme composant. On avance. Alors, le développement avance bien. Là, vous voyez petite image de DirectX 3. Les versions succèdent très rapidement. Mais vous voyez, ils écrivent bien Direct Sound, Direct 3D, Direct Play, Direct Input, Direct Draw. Donc, c'est Direct tout. Hein. Oui. D'ailleurs, C'est pour la tout petite droit. histoire, Allez, pour la petite histoire, c'est pour ça que le nom DirectX vient de ça. Parce qu'ils avaient annoncé qu'avec le Game SDK, il y aurait Direct 3D, Direct Play, Direct Input. Et il y a un journaliste qui s'est un peu moqué d'eux en disant ouais, c'est Direct X, en mettant X le nom du composant. Puis ils ont dit bah oui, puis ils ont appelé ça DirectX pour de vrai, au final. Voilà. Et c'est ainsi Monsieur que le journaliste. X est devenu le X de Xbox. Donc c'est à cause de ce journaliste qui s'est moqué il y a 20 ans qu'on a le nom Xbox aujourd'hui. Voilà. D'accord. Ok. C'est marrant des fois. Oui. Bref. Le problème, c'est qu'au début, les développeurs de jeux ils continuent d'avoir des doutes et pas trop croire en Windows comme machine de jeu. Donc, Microsoft décide de montrer eux-mêmes les capacités de leurs produits. Et donc, ils vont lancer leur petite division Microsoft Game et vraiment la faire monter. C'est là qu'on va avoir les premiers grands jeux de Microsoft Game de l'époque, comme Age of Empires, Myth of Madness, Moto. C'est vrai. Il y avait un truc de moto là, qui était bien aussi, comment ça Oui. s'appelait? Je sais plus, mais effectivement, ils avaient des super jeux. Voilà, ils décident de eux-mêmes de montrer ce que Windows peut faire au niveau du jeu. Ouais. Et c'est ce qui va amener à la Xbox également bientôt. Donc c'est le début de Microsoft dans le jeu. Donc ils font par exemple des démos, ils participent à tous les salons du jeu vidéo. Ils font par exemple une démo où ils utilisent DirectX, Direct 3D, Direct Play pour montrer un jeu MechWarrior 2 en ligne avec Windows, qui est déjà pas mal à l'époque. Les consoles ne pouvaient pas jouer en ligne, encore pour l'instant. Donc également, ils développent donc Direct 3D. Donc Windows NT à l'époque utilisé pour rendre des graphiques 3D, pardon, pour rendre des graphiques OpenGL, qui était un standard open source. Oui. Mais il était un peu trop gourmand pour les machines de l'époque. Alors Microsoft développe son propre standard à la place, qui est Direct 3D. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent dans les jeux vidéo, on a encore le choix entre Direct 3D ou OpenGL. Direct 3D, en fait, c'est vraiment le système Windows et OpenGL, le système open source, un peu plus multiplateforme. Et donc, voilà, c'est un peu tout pour les nouveautés de Windows 98. Et je voulais parler quand même d'une dernière petite chose rapidement avant de finir. C'est qu'également, à partir de Windows 98, Microsoft commence à avoir des particuliers qui mettent à jour leur système. Jusqu'ici, en général, il y avait quelques geeks qui achetaient parfois les nouvelles versions de MS-DOS ou de Windows 3.1 ou je ne sais pas quoi. Mais là, vraiment, ils commencent à pousser. Ils veulent, par exemple, que les gens qui ont Windows 95 achètent Windows 98 et mettent à jour leur système. Alors, est-ce que Microsoft va proposer des offres intéressantes pour ces gens-là? Oui, ils vont proposer des offres, notamment des upgrade edition, où ils fonctionneront qu'une fois que depuis un Windows 95 et permettront de mettre à jour leur système, ils seront moins chers. Mais également,
ils vont simplifier énormément le process d'installation. Parce qu'il faut bien comprendre, je vais vous montrer ça. Alors, pour revenir, donc, je vais vous montrer un petit peu à l'époque comment on faisait pour installer Windows 95, juste pour montrer que c'était pas non plus, c'était vraiment pas simpliste. C'est-à-dire qu'au début, on devait booter dans MS-DOS, alors ce qui n'était pas toujours le plus simple possible. Et de là, on devait appeler l'installeur Windows. Là, j'ai carrément dû le copier sur le disque, sûrement qu'il y avait un souci, je ne sais pas pourquoi, et le lancer depuis MS-DOS, et là, vraiment, c'était encore un système assez long, qui lançait une sorte de minimal Windows 3.1, depuis lequel on a installé, bref, c'était assez... en gros, rien que le fait qu'il fallait passer par MS-DOS, ça faisait que pour le commun des mortels qui avait commencé l'informatique avec Windows 95, c'était impossible. Les gens, ils avaient peur de la ligne de commande, hein. C'était pas faisable. Donc l'idée avec Windows 98, vous voyez, bon là je le passe en avance rapide, mais vous voyez le temps d'install. L'idée avec Windows 98, c'est de simplifier tout ça. Et donc ils inventent déjà un système d'upgrade qui permettra de bypasser la partie MS-DOS et lancer directement l'installation depuis la version de Windows précédente. Le tout à l'interface graphique. Donc ici, tu vas nous montrer pour... Voilà, on est sur 95 et tu vas nous mettre à jour vers 98, c'est ça? Là, on met le CD Windows 98 dedans et il nous dit directement est-ce que vous voulez mettre à jour. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même révolutionnaire à l'époque. Hein. Et ils ont même mis un petit truc qui estime le temps restant sur la gauche. Oui, je me souviens de ça. Oui, je me souviens de ça. Et là, on voit quand même l'évolution extraordinaire qu'il y a eu entre Windows 95 et Windows 98. L'installeur de Windows 98 est beaucoup plus convivial que celui de Windows 95. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu l'installer celui-là? Ouais, moi aussi, hein, j'ai beaucoup de souvenirs de ça. Moi, je vais avancer en avance rapide. Parce que bon. Ah, une CD key. Bon, après, c'est toujours là. Au fond, c'est le même installeur que Windows 95, mais c'est vraiment rendu beaucoup plus convivial, beaucoup moins. Oui, avec des photos de vieux, quoi. Ouais, voilà. Il fait moins c'est peur. pour tout le monde. Il fait moins geek. Ça me fait penser à Blazer, ça. Ouais, ça va? Pourquoi tu parles de vieux? Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Après, il reboot. Bon, là, évidemment, on retombe sur un truc un peu plus basique tant qu'il est en mode texte. Et là, rapidement, il détecte automatiquement le plug and play tous les périphériques USB qui sont branchés. Ça, c'est quand même pratique. Si on a une imprimante à ce moment-là qui va commencer à essayer de le mettre à jour. Jusqu'à Windows 95, on devait tout configurer nous-mêmes après l'installation. Là, on a le début de Windows qui tente un peu de te rendre la vie un peu plus simple. Ouais. Enfin, généralement, tu étais bon pour installer quasiment tout. Oui, bon, c'était le début. Hein. Oui, non, mais je lui jette pas la pierre, mais il faut remettre dans le contexte. Généralement, tu passais 3 heures au moins pour avoir un Windows qui fonctionne. Oui, c'est vrai, voilà. Et là, enfin, tu bootais sous Windows 98. Après 50 reboots, hein, quand même, on peut voir le truc. Vous voyez, cette fenêtre existe encore. Quand on installe une mise à jour régulièrement, il nous l'ouvre quand ce truc-là. Ça montre quand même à quel point le code historique est encore là. Non, on a recommencé à zéro. Mon œil. Non, mais c'est vrai, on la voit régulièrement cette fenêtre, hein, quand on a une mise à jour. Oui, quand tu crées un bureau. Ouais, c'est ça aussi. Mais... Bon, voilà, bienvenue sur Windows 98. Wow. Amazing. Et c'est époustouflant. Ah oui. Et donc, c'est vieux. C'est éblouissant même, je dirais. Juste pour finir, on va mettre une petite VM de Windows 98 avec Microsoft Plus 98 installée dessus. Donc le Windows 98 complet et Office 97 et Office 97 aussi, donc tout, la totale. Alors Florian, là on est bien sur la première version de Windows 98. Je crois que c'est une seconde edition, celle-là où j'ai mis, parce que Microsoft Plus avait besoin de la seconde edition. Tout à l'heure, celle que j'ai montrée tout à l'heure, c'était la première, avec avec le Active Desktop, les pubs sur la droite, tout ça. Ouais. Il y a eu une seconde édition derrière avec des petites améliorations. On en parlait mais bon. Et puis même qui avait une meilleure stabilité en tout cas et qui avait une réputation. Moi je sais qu'on ne mettait que la seconde édition, mais pas la première. Une fois qu'elle était sortie en général. Voilà, j'ai partagé normalement l'écran. Voilà. Voilà, alors 2 petites secondes. Ah ben oui, tu l'as mis, c'est bon. Moi avec la version Microsoft Plus 98. Alors, c'est la version ultime de Windows 98, donc avec Microsoft Plus. Là, je me suis même embêté pendant quelques heures à installer les graphiques, enfin, une Vodoo virtuelle pour avoir le 3D supporté. Et là, tu vas voir qu'il ne va pas démarrer. Là, tu es en direct. Hein. Oui, je suis en live, oui. Ah, bah si, c'est juste que vu que c'est de l'émulation quand même. Là, on n'est pas en machine virtuelle, on est en émulation complète. On émule un processeur. Hein. Donc, c'est quand même plus hardcore. Mais Mais ça fonctionne. Bah oui. Que de souvenirs. Le Windows. Et là, vous savez, le petit Active Desktop qui se déclenche parce que
En fait, le Microsoft Plus a utilisé Active Desktop, donc il active des parties d'Active Desktop, on le voit s'activer derrière. C'est pour ça que ça change un peu de fond d'écran lorsqu'il Ouais, démarre. ouais. En fait, t'as des calques qui viennent se mettre les uns par-dessus les C'est un autres. peu ça, ça fait un peu ça. Et donc, bon, voilà. Mais par contre, dans la seconde édition, ils avaient désactivé le clic, le mode Le simple. vraiment. Oui. Single One click. click, là, ouais. Active Desktop était encore là, mais vraiment juste pour améliorer, pour utiliser un petit peu quelques composants Internet. Mais bon, ils essayaient plus de fusionner autant qu'il avait fait avant. Et donc, pour finir, un petit Word 97, ça vous dit? Ça vous rappelle les Ouais. souvenirs, tout ça? Oh, mais voilà, qui Oh là là, voilà? ouais. Mais Et qui Clippy. voilà? Clippy. Ah, il dit que j'ai même pas assez de disques pour refaire pas assez de RAM. Et voilà le petit truc qui embêtait le monde, on en a parlé l'épisode précédent. Je me souvenais pas qu'il était dans une petite boîte comme ça, c'est après qu'il se met à voler. C'est Oui. dans XP. Où il était, il avait un fond transparent, donc il pouvait être partout. Voilà, on voyait de ce petit souci. Bon. Vous avez étudié, j'imagine, Word 97 à l'époque? Oui. Voilà. Je sais pas si on a Outlook 97, ça doit être pareil. Oh, Binder, t'en avais parlé, Christophe, une fois, ça permet l'idée de mettre les trucs ensemble. Oui. Je crois. Ça, c'était pour moi l'ancêtre de OneNote, quoi. C'est un peu ça, on devait fusionner les petits. Ah, tu vois, le truc qui fait chier, tu essaies de cliquer, et il te laisse pas cliquer tant que tu lui as pas parlé à cet idiot. Ouais, c'est galère. Mais parle-lui. Non, mais tu vois, c'est quand même des petits trucs à la con, mais c'est pour ça que les gens en avaient marre rapidement. Voilà, bon, c'est assez classique. Et là, le petit Outlook, la première version d'Outlook, donc dont on parlait la dernière fois, qui doit être dans le coin, voilà. En bas. Et pardon, tu mettais l'entier. Et le Outlook Express à côté, qui est donc qui a rien à voir avec. Le Outlook Express a besoin qu'Internet Explorer soit connecté, parce que c'est un composant d'Internet Explorer, donc il ne pourra pas se lancer, je pense. C'est pas grave. Laisse-moi partir. Comment je m'en vais d'ici? C'est le côté habitable, ça, je trouve, à l'époque. Échappe. Mais il veut pas, il n'y a pas de bouton pour fermer, il n'y a pas d'échappe, il n'y a rien, il y a close. Ah, d'accord. Mais close, vu que j'ai pas de droite, close. j'ai pas mis de. Il me dit con, lui. Je vais faire un bug report, ça va pas le faire, ça. Tais-toi. Là, il me propose d'activer Word dans Outlook pour écrire des emails. Tiens, c'est intéressant, quand même. Des petites fonctionnalités qu'il y avait à l'époque. Voilà, bon, on voyait à quoi ça ressemblait la première version d'Outlook, donc. Oui. Mais c'est resté comme ça pendant longtemps. Je crois que c'est avec Oui. Outlook Carrément. 2007 que ça a changé. Bienvenue dans Outlook. C'était quand même vachement pas. C'est des balaises, quand même. Hein. Faut pas. Ah ouais, on est en 97. Hein. 98. Et vous vous souvenez qu'à chaque fois que vous cliquez un menu, il y a un petit. Je sais pas si vous l'entendez, parce que moi je l'entends parce que je suis à côté de mon parleur. Mais à chaque fois que vous cliquez sur un menu, il y a un petit son de souris qui se fait. J'avais oublié que c'était ça sur Windows Android. Maintenant je m'en souviens. Maintenant que je l'entends, je m'en souviens de ce son. Alors moi, ça faisait partie de mes rituels d'installation, c'était d'enlever tous les sons. D'accord. Et là, il me propose de me connecter à Internet avec MSN Internet Access. Bon, je crois que ça ne marchera pas. Le panneau de configuration est toujours pareil. Hein. Bon, voilà. Un petit nouveauté de Windows 98, je crois que c'était ce petit panneau à gauche qui n'était pas sur Windows 95. Oui. Je crois. Oh, ça me rappelle quelque chose qu'on a toujours, ça. On l'a toujours d'ailleurs, ce petit panneau à gauche de mémoire. Oui. Et là, vu que Internet Explorer et Explorer étaient fusionnés, on pouvait directement passer de. Évidemment, je ne suis pas connecté, mais. Ouais, évidemment, il dit que je n'ai pas de connexion Internet, donc il m'envoie bouler. Mais normalement, on devait passer directement. Tu sais, la fenêtre ne se transformait pas. Lorsqu'on tapait ça, la fenêtre se transformait en fenêtre Internet Explorer sans changer de fenêtre. Il y a directement une fenêtre d'Internet Explorer, on pouvait taper ces deux points dedans et repasser sur l'explorateur. Donc c'était Regardez les gros icônes au-dessus de la fenêtre. Tu me parles de quoi? De ça là? Ouais, là. Ça n'a pas changé finalement. On est revenu à ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Dossier parent, il a disparu pendant quelques versions de Windows. Il est revenu sous Windows 8, 8.1, je crois. Et je suis très content parce que je l'aime bien, ce bouton. Finalement, le concept est resté le même. Oui, bah oui. Ouais, De toute façon, honnêtement, quand on voit ces menus-là, techniquement, ils sont encore là. Hein. Ils ont changé un peu, mais ils sont encore là. Oui. Bah, c'est quasiment les mêmes. Hein. C'est quasiment les mêmes. Bah oui. Ouais. Bref. Et là, normalement, vous pouvez même voir que j'ai la 3D qui fonctionne. Là, je dois même avoir 3D fixe. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On pourrait passer 2 heures à s'amuser rétro Windows 98, mais c'est pas le but non plus. Non. Ok. Merci. Voilà, donc on est passé de Windows 95 à Windows 98, mais l'histoire est loin d'être terminée. D'accord. Alors, Florian, même question que la dernière fois, à peu près au même moment de l'épisode. Là, au prochain épisode, tu vas nous parler de quoi? Eh bien, on va arriver jusqu'à Millennium 2000. On va pas encore arriver à Windows 2000, on va commencer à s'en approcher, mais on va encore parler pas mal de l'équipe Internet Explorer et du web, parce que même intégré à l'équipe Windows, l'équipe Internet Explorer va encore faire pas mal de trucs sympas qui sont encore très importants pour le web aujourd'hui. Donc on va vraiment
faire un grand dernier épisode sur eux, je pense. Et après, ils seront encore là, hein, mais ils seront peut-être plus au centre des épisodes D'accord. comme ils ont été jusqu'à maintenant. Ok. On passera un petit peu. Puis on passera un petit coup sur le petit début du projet Xbox, parce que le projet DirectX va aller un peu va lentement évoluer vers le projet Xbox. C'est la suite directe du projet DirectX. D'accord. Donc on va bientôt arriver vers ça. Windows 2000, puis Windows 2000, Windows XP, .NET, Windows Vista. On a plein de choses encore, hein. Oh là là, il y a de quoi faire. Puis de Oui, plus en oui. plus. Ok. Bon, ben merci beaucoup, Florian, pour toute cette recherche et toutes ces machines virtuelles ou ces émulations On que va tu éteindre nous ça as pour finir. présentées. On va éteindre Windows 98 pour finir. Allez. Au revoir, Windows. Merci, Christophe, d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 9 où on arrivera à la limite de Windows 2000. On va pas encore passer le nouveau millénaire. Mais bon, en attendant, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous aimeriez trouver dans les épisodes suivants. Et puis, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux. Voilà. Allez, merci Christophe, merci Florian. Et puis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Salut.